Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Bonjour à tous, je suis Fulbert Djimirossou, journaliste scientifique. Mais j'ai eu d'abord aussi un parcours de géographe. J'ai la maîtrise en géographie. Et pour beaucoup de personnes, quand on est géographe, c'est qu'on est prédestiné pour être un enseignant dans les collèges, dans les lycées-collèges. Mais en réalité, le géographe, c'est un acteur de développement. C'est un repère pour tout décideur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons en parler pour aider les plus jeunes à comprendre l'importance de ces sciences-là. Et pour en parler, je suis allé retrouver le professeur Michel Bokor, ancien recteur de l'Université de Parakou, ancien président de la commission environnement du Conseil économique et social et actuel secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, qui a également eu le prix Nobel de la paix pour le compte du GIEC. C'est un parcours très inspirant de géographe, devenu climatologue et devenu également conseiller des décideurs. Nous allons davantage apprendre de son parcours, apprendre des recettes qu'il a utilisées pour devenir géographe et des péripéties qu'il a dû contourner aussi pour aujourd'hui avoir le profil que nous avons en face de nous d'un grand scientifique. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Fulbert Djimirossou. Il y a quelques années, notamment en 2021, j'écrivais Michel Bokor, une vie au sein du climat. Est-ce que vous vous sentez plus fier d'être géographe ou plutôt d'être climatologue? Pour être climatologue, il faut être d'abord géographe, parce qu'il faut faire la différence entre les physiciens qui font de la climatologie physique et les climatologues qui sont d'abord géographes, parce que eux, ils essaient d'expliquer, de constater, d'expliquer et de projeter l'impact de la climatologie physique à l'interface, c'est-à-dire sur les écosystèmes, sur les hommes en général. C'est ça le climatologue. Non, le climatologue n'est pas un météo. C'est pas un météorologiste. Non, il n'est pas météorologue. Lui, c'est ce qui se passe à l'interface qui l'intéresse. Bien sûr, il peut aller au-delà dans l'atmosphère, la haute atmosphère, parce que ça influe directement ce qu'il va pouvoir trouver à l'interface. Mais un vrai climatologue, c'est le climat, c'est-à-dire les effets des phénomènes météorologiques à l'interface, c'est-à-dire sur les hommes, sur les infrastructures, sur les animaux, sur la végétation, sur les surfaces liquides, etc., etc. Mais pour être un vrai climatologue, il faut être un vrai géographe d'abord. D'abord. Moi, mon professeur Paya a toujours été contre des gens qui débarquent de la physique ou des mathématiques pour venir parler climatologie. Il dit non. Vous êtes mathématicien, vous pouvez appliquer votre mathématique à des phénomènes géographiques. Mais vous n'êtes pas climatologue, parce que le climatologue ne s'arrêtera pas à ça. Il va continuer sur la chaîne écosystémique. C'est ça le problème. Vous êtes avant tout un géographe formé à Lomé. Parce qu'avant, il n'y avait pas une faculté pour former les géographes à Cotonou. Non, il n'y en avait pas. Alors, vous avez un baccalauréat A4, une série littéraire. Alors, ce profil-là d'antan, est-ce que ça a aidé vraiment à devenir un géographe? Je peux dire que je suis géographe pour deux raisons. La première raison, c'est quand mon professeur d'Agoudjema, Jean-Roger Aoyou, nous a appris en géographie, histoire, parce que c'est comme ça, et tout géographe faisait histoire, tout historien faisait géographie. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien ministre de l'Environnement. Il a été ministre de l'Environnement, voilà. Il a été directeur de l'économie supérieure, il a été ministre de l'Environnement. De Nicéphore Soglo? Oui, de Nicéphore Soglo, c'est l'arrêt de soi. Soglo n'ira pas chercher quelqu'un d'autre pour faire ça. Donc, quand il est arrivé en classe de seconde, premier cours, il nous parlait de ses expériences, machin et tout. Et puis, il a parlé de ses nombreux voyages en Europe de l'Est jusqu'en Chine.
Japon, et autres. J'ai dit, quand on est géographe, ça veut dire qu'on voyage beaucoup. Hein. Moi, je vais faire géographie. C'est comme ça que ça m'a inspiré. Oui. Mais avant d'aller en terminale, on m'avait proposé d'autres bourses. On m'avait proposé d'aller faire français et à l'école normale supérieure en France. Et dans ce cas-là, vous allez passer le CAPES ou l'agrégation. On a fait les dossiers, ils sont partis, visite médicale et tout est compté. On n'a pas eu une suite tout de suite. On n'a pas eu la suite. Quand on a fini le bac, il faut remplir des feuilles pour choisir. Moi, j'ai dit, bon, français, j'ai déjà fait le choix. Si ça marche pas, je m'en fous. J'ai choisi allemand et géographie. J'ai toujours eu la plus forte note de ma classe, depuis la classe de 4e jusqu'en terminale en allemand. Bon, j'ai mis anglais, ça me disait plus rien. J'ai dit allemand, c'est plus fort. Il restait le choix de la géographie. Et j'ai mis géographie. Allemand, géographie. Mais arrivé à Lomé, sur le papier jaune qu'on entend, on a mis les deux. Donc c'était à moi de choisir entre allemand et la géographie. J'ai pris une pièce de monnaie, j'ai fait, comme on dit là, Kenny Teta ou Tombola, paf, c'est tombé sur géographie. Ah oui. Je me sentais attiré par les deux. Mais je n'avais pas de repères pour dire c'est plutôt géographie que allemand, c'est plutôt allemand que géographie. Et puis c'est tombé sur géographie et j'en suis très content aujourd'hui. Est-ce qu'à ce moment-là, si ça tombait sur l'allemand, est-ce que vous seriez aussi fier? Je n'en sais rien, parce que finalement j'ai pas fait. Mais j'ai gardé vraiment le goût. Je me souviens, j'ai fait des missions en Allemagne, arrivé là-bas, je parlais allemand plus que mes autres confrères. Ah oui, j'ai gardé ce goût-là parce que Madame Wichmann, vraiment, vous donnez le goût de parler allemand. Donc, ça m'a beaucoup plu. Mais bon, L'idée de ce podcast, c'est d'inspirer les jeunes étudiants. Et on va remonter à votre passé. Vous étiez étudiant à Lomé. Vous étiez pas sur votre territoire, vous étiez loin de Cotonou. Comment la vie de l'étudiant était pour que vous puissiez continuer ce parcours de géographe? Non, il faut dire qu'à Lomé, en 69, 70, 71, on a fait 2 ans. On est arrivé là-bas, on a commencé les cours en décembre parce qu'on a fait le bac. Ce qu'on appelle le bac Orlando, parce que nous avons fait grève. Et après Pâques, là, on a fait grève jusqu'à ce qu'on nous renvoie du lycée. Tout le monde est parti et le bac a été programmé à la fin des vacances d'été. Les grandes vacances. Donc c'est en ce temps-là qu'on allait faire le bac. Donc, il y a eu beaucoup de déchets sociaux, d'échecs. Nous qui avons réussi à sortir de ce brouillard, on nous a envoyé à Lomé. On n'avait pas de problème, en fait. On n'avait pas de problème. C'est vrai, il y a toujours quelques éléments locaux qui vous mettent un peu en marge parce que vous n'êtes pas du pays. Ça existe en Afrique aussi. Ouais. Ça existe. C'est pas simplement en Europe qu'il y a le racisme. L'ethnicisme existe chez nous. Ça existe partout. Mais à Lomé, non, il y avait une bonne ambiance. Nos camarades togolais n'avaient pas de trucs là contre nous. Non, ça marchait bien. Y compris les professeurs, la plupart des professeurs, sinon tous nos professeurs, à part 2 qui étaient des Français, tous nos autres professeurs étaient des Togolais. Mais et ça marchait bien. Je crois qu'on était les meilleurs. Dans ma promotion en tout cas. On était parmi les meilleurs. Revenons un petit peu encore en arrière. Aujourd'hui, si un jeune étudiant voudrait choisir la géographie, est-ce qu'il le ferait par hasard? Parce que vous l'avez fait peut-être par hasard, en ce moment-là. Oui. Est-ce que le choix du hasard aujourd'hui le conduirait dans un décor? Moi, je l'ai fait par hasard, d'accord. J'ai fait une pièce comme ça, c'est tombé. Mais c'est parce que j'avais de bonnes notes en géographie que sur ma fiche, on a écrit allemand géographie. Puisque la commission d'attribution n'a pas pu décider de ce que je veux faire. Parce que j'avais des aptitudes dans les disciplines en question. Si quelqu'un veut aller faire géographie qui n'a pas les aptitudes,
Justement, aujourd'hui, la plateforme permet à ce que l'on tienne compte des moyennes. Et heureusement, ça peut permettre d'éviter ces choix du hasard. Mais quand on vient dans la géographie, comment est-ce qu'il faut se comporter pour bénéficier réellement de ces sciences-là? Est-ce qu'il faut suivre les cours uniquement? Est-ce qu'il faut se rendre beaucoup à la bibliothèque? Est-ce qu'il faut faire des sorties souvent au jardin botanique? Que faut-il faire? Comment est-ce qu'on se met dans la peau du géographe depuis le premier cycle? Pour se mettre dans la peau de géographe, il faut d'abord ce que géographie veut dire. Voilà. La géographie, c'est une science plurielle. Un géographe doit avoir des compétences en sciences naturelles, surtout en botanique, en chimie, en biologie. Il doit avoir des compétences en sciences physiques et en mathématiques. Bon, comment vous dites de calculer une moyenne ou bien de calculer une tendance? Vous devez connaître l'équation pour savoir quelles données vous allez mettre là pour que la machine vous donne les résultats. En climatologie, mais moi j'ai été obligé d'aller suivre des cours en programmation. En ce temps-là, c'était Basic, Pascal et COBOL qu'on utilisait. J'ai été obligé d'aller suivre des cours d'informatique pour avoir un diplôme d'informatique et pouvoir faire mes projections. J'ai été obligé d'aller suivre des cours en météorologie et avoir une attestation en météorologie, mais pas n'importe quelle météorologie spatiale, en néphanalyse. C'est-à-dire, vous voyez une image satellite, à partir des images, vous pouvez déjà faire des projections sur le temps qu'il va faire. Puisque vous allez identifier les images, vous connaissez leur évolution, et si vous avez 2 images à intervalle de 3 heures, vous calculez la vitesse de progression, et vous pouvez dire, dans tel nombre de jours, ou bien dans tel nombre d'heures, il va pleuvoir à tel endroit. La géographie, c'est comme les mathématiques, alors. Mais c'est une science de la nature, d'ailleurs, par son nom, géographie. C'est une science. Donc, tout ce qui est dans la nature, toute science qui puisse expliquer une parcelle de la nature, le géographe doit s'y intéresser. Il doit s'intéresser à la chimie, à la biologie, à la physique, aux mathématiques, à la botanique, à la géologie. D'abord, la géologie, c'est obligatoire. Parce que première, deuxième année, il va faire des coupes géologiques, au même titre qu'un géologue. Et quand vous finissez votre coupe géologique, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la stratigraphie, la lithologie, la structure et l'évolution géomorphologique. Ce paysage-là a évolué depuis sa formation jusqu'à maintenant. Voici comment ce paysage a évolué. Le géographe doit pouvoir faire ça. Le géographe est un ami du terrain. Mais c'est un homme et il est dans le terrain, lui. Il est l'homme de la géographie. Moi, je me souviens, professeur Konou, mais on a connu le Togo pratiquement à pied jusqu'au mont Agou pour dire chaque science a ses besoins. Vous ne pouvez pas. C'est comme si vous formez un agronome qui n'a jamais été sur un champ. Donc, il a appris ce qu'on appelle le niveau édaphique, là, niveau 0, A1, A2, B1, etc. Et puis Rochemer en dessous. Mais il n'est jamais allé voir ça sur le terrain. Il n'a jamais vu ça. Quand le paysan est en train de cultiver, quelle est la partie de la terre arabe là, que le paysan est en train de cultiver? Quelle est la capacité d'infiltration de cet horizon-là? S'il met des pesticides ou des fongicides, est-ce que cela ne va pas s'infiltrer et atteindre la nappe phréatique que les gens, 5 mètres plus loin, vont puiser et boire? Vous ne pouvez pas être agronome sans connaître ces éléments basiques. C'est pas possible. C'est une invitation donc aux jeunes étudiants à aller à la découverte de leur science, la géographie, et de profiter aux besoins de tous ces espaces-là qui existent à l'UAC, notamment le jardin botanique, de découvrir la nature au cœur même de l'université et de profiter de chaque sortie pédagogique qu'offre le département de géographie et d'apprendre et non d'en faire une expérience académique uniquement.
Non, l'expérience académique, ça ne mène nulle part. Et c'est ça qui fait que beaucoup de politiciens sont anti-académiques, anti-académiciens, anti-universitaires. Je connais beaucoup de politiciens, surtout au Bénin ici, qui sont anti-universitaires. Le projet, c'est flambant, c'est flamboyant. C'est très ambitieux. C'est à côté de ça. Le scientifique trouve que c'est sans avenir. On n'est plus dans la durabilité. Parce que lui, il est allé au-delà du visible. Il est en train de projeter l'avenir. Il rentre dans l'évaluation environnementale. Dans l'évaluation environnementale. C'est ce qui va se passer. Mais comment le scientifique arrive à se faire comprendre du décideur? Vous avez été dans cette fonction-là, au Conseil économique et social, vous êtes académicien, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie. Comment le scientifique arrive à expliquer terre à terre aux décideurs le chemin à prendre? Mais c'est une question vraiment intéressante. Transformer les résultats de la recherche en recommandations politiques. Tout le problème des universitaires, académiciens, chercheurs africains se trouve là. Parce que ailleurs, un décideur s'entoure de sachants. Mais en Afrique, le décideur croit que le sachant vient lui prendre son autorité. Donc, il fera tout pour ne pas tenir compte de ce qu'on lui propose. J'ai vu des choses immondes dans ce pays. J'ai quand même fait 40 ans plus un an de service militaire à l'université. Ça arrive qu'il y ait opposition entre le politique et le scientifique. Mais qui a raison? Mais qui doit jouer le rôle de conciliateur? Mais le rôle du conciliateur, il faut apprécier ce que dit le scientifique. Le scientifique n'a pas un objectif à court terme de prouver que il a fait ça, il a construit ça, et il a développé ça, il a élevé le niveau de conscience. Non, c'est pas l'objectif du scientifique. On lui pose un problème, il donne ses résultats. Alors que le politique, lui, il est là pour 5 ans fois 2 ou 7 ans à perpétuité. On a tout ça là en Afrique. Qu'est-ce que l'étude pourrait aider à faire dans 2 ans, dans 3 ans? Si lui ne veut pas dire ça tout de suite là, dans 5 ans, dans 2 ans, il n'est plus utile. Il n'est pas productif pour le scientifique. Alors, est-ce qu'il ne pour le politicien. Est-ce qu'il ne revient pas aux scientifiques aussi de voir des recommandations clés spontanées pour 2 ans, peut-être pour 10 ans et peut-être pour 20 ans et 50 ans après? Ah, ce sera vraiment un vol intellectuel. Parce qu'il y a des choses qu'on démontre et que dans 10 ans, 15 ans, quelqu'un d'autre vienne démontrer tout le contraire. Le contraire. Oui. Parce que les conditions de l'expérimentation ne sont pas respectées. Donc les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts du scientifique, lorsque l'intérêt du scientifique va coïncider avec l'intérêt du politique, c'est le scientifique qui va céder parce que c'est le politique qui va le payer. Et comme il a besoin de l'argent, il va fausser lui-même les résultats, exprès. Mais en tant qu'académicien, comment pensez-vous qu'un jour on puisse arriver à un scientifique autonome et à un politique qui l'écoute parce qu'il a besoin de ces données probantes pour pouvoir mieux gouverner? Vous savez, les politiques ont leur agenda. Le scientifique. Justement, je reviens sur la question de l'agenda de la recherche. Justement parce que on a très peu de pays africains qui ont des agendas de recherche. Est-ce que aussi le problème n'est pas là? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord avoir un agenda de recherche conçu avec le politicien? Et là, on a peut-être un programme d'action d'un gouvernement sur 10 ans
ou sur un nombre d'années. Et on a des agendas aussi qui sont peut-être en phase avec ce programme-là. On sait les priorités de recherche du pays et les priorités aussi de développement du pays. Et donc, par conséquent, les deux peuvent arriver à s'entendre à un niveau donné. Je vais vous donner un exemple malheureux. J'ai un ami, il s'appelait Badonou Djidjoko, ministre au niveau du CBST ou CRST, je ne sais pas. Il a fait un grand projet. C'est surtout pour la production végétale. Bon, il a lancé le projet. On n'a pas attendu les résultats avant de le changer. Parce que l'agenda du politicien ou du politique est à court terme. Tu ne veux pas préparer le terrain pour le suivant. Mais l'homme de science, moralement, est tenu de dire non, ce n'est pas fondé. Sinon, ce n'est pas un homme de science. Il doit dire non, ce n'est pas fondé. Même si vous allez lui couper les vivres et autres, son rôle c'est de dire non. Sinon, la postérité lui en voudra. Je suis très heureux de savoir que l'Académie est en train de former aujourd'hui des chercheurs à faire des recommandations politiques. Mais est-ce qu'il faut attendre d'aller à cette échelle-là? Comment les doctorants, vous avez fait votre thèse en 1975, je pense, comment les doctorants, déjà au niveau de jeunes chercheurs, au niveau du master ou d'une thèse, peuvent valoriser déjà ces résultats, non pas forcément pour les politiciens, mais pour les entreprises aussi. Parce qu'on parle souvent de politiciens, mais comment est-ce que les entreprises bénéficient de nos résultats de recherche? Les entreprises, à ma connaissance, je ne sais pas si beaucoup d'entreprises béninoises s'intéressent à la recherche. On va copier ce qui existe déjà pour pouvoir continuer à produire dans le système de consommation. C'est ce qui se passe. Mais nous, au Bénin ici, on avait notre Tchoukoutou, nos Tchakmalo, longtemps avant l'arrivée du blanc. On n'a pas demandé aux biochimistes, voyez-vous comment on peut utiliser nos bières mâchées pour en faire ceci ou cela. Il doit faire la demande, le chercheur ou l'entrepreneur? L'entrepreneur, s'il est conscient qu'il est béninois, et que son objectif, ce n'est pas simplement dire je suis entrepreneur, mais c'est de développer le Bénin. Il doit s'adresser à des structures de recherche de son pays pour dire, bon, nous on veut faire ça pour développer notre pays. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous aider à faire? Est-ce qu'un entrepreneur ne craint pas que les chercheurs soient très chers à payer? Mais il faut discuter d'abord. Il ne faut pas rester comme ça en l'air pour dire oui, il risque d'être très cher. Mais ils achètent les licences, non? Quand ils fabriquent ici, ce qui est fait ailleurs, quand ils les fabriquent ici, ils payent les licences. Et s'ils sont prêts à payer les droits. La question des droits alors dans la recherche au Bénin. Oui, il y a ça. Il y a ça. Le chercheur va faire, mais les gens vont utiliser sans lui payer de droits. Alors ailleurs, ce n'est pas comme ça. Donc il faut un contrat entre l'utilisateur et le chercheur. Qu'on s'entende sur comment on fait. C'est notre pays. Nous, on fera ça. Vous ferez ça. Ça va rapporter quoi? Comment on va se repartir ce que ça rapporte? Ça fait un minimum de collaboration entre chercheurs et entrepreneurs. Mais au Bénin, je ne sais pas si ça existe. Je sais qu'en France, ça existe. Dans les universités, il y a un truc, on appelle ça... L'entrepreneuriat scientifique? Non, mais entreprise, études, quelque chose comme ça. Quand vous êtes... voilà. Et ils financent des projets imaginés par les universitaires. Quand ça intéresse eux, leur domaine d'activité, ils financent. Vous en avez vu ici au Bénin? Je pense que le patronat nous écoute et la chambre de commerce nous écoute également. Et certainement, beaucoup d'entreprises vont saisir l'occasion de le faire. Mais revenons dans la position du décideur. Je suis décideur aujourd'hui. Quelle raison j'ai de boycotter un géographe? La géographie, c'est une science plurielle. Vous ne pouvez pas concevoir une ville, une structure urbaine
sans un géographe. Premier exemple, Abuja. Vous savez qui a fait Abuja? Non. Professeur Mambo Koundje, un géographe urbaniste. Professeur Mambo Koundje. C'est lui qui a conçu la capitale fédérale du Nigeria. Le professeur Higuet peut vous le dire, puisque c'est son ami. Il peut vous le confirmer. Mais nous ici, quand on veut faire des trucs d'aménagement urbain, est-ce qu'on consulte qui? Il y a des consultants, des techniciens, des experts qui sont mobilisés sur tout le projet. Oui, experts, consultants, etc., etc. Des cabinets. Oui, des cabinets. Je sais que le ministère de l'Environnement veut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Surtout en ce qui concerne l'évaluation environnementale. Oui, le ministère veut mettre de l'ordre dans tout ça. On a travaillé avec l'ABE sur ce dossier. On est impatient de voir sortir les résultats parce qu'il y a trop de désordre. Est-ce que ce n'est pas parfois les chercheurs qui se disent que les décideurs vont mal prendre cette telle mesure et que peut-être en se rapprochant du décideur, en l'expliquant dans un langage terre à terre, en lui montrant les conséquences sanitaires, peut-être que le décideur comprendrait et prendrait des mesures, une telle décision. Le problème du politicien, c'est être d'accord ou ne pas être d'accord. Moi, je fais des travaux. Quelqu'un dans un laboratoire de biochimie, de biologie, de génétique et tout, il fait des travaux, il donne les résultats. Il envoie ça dans une revue scientifique internationale qui passe chez des spécialistes qui étudient, qui analysent. Revue par les pairs. On publie. On dit, voilà, ça veut dire que mes résultats sont confirmés à l'échelle internationale. Maintenant, vous voulez faire ça. Il faut tenir compte de ça pour ce que vous voulez faire. Mais si ça contrecarre son projet à lui, mais c'est toute une histoire. Je peux vous citer un cas récent, tout frais là, tout frais. Un chef de village, on dit qu'on va creuser une carrière devant son village. Il se trouve que la carrière est située dans la haie marine protégée. Le gouvernement a pris un décret pour donner les limites de l'aire marine protégée. Nous autres qui sommes dans la région, nous avons réagi. Nous avons signalé au ministre en charge de l'environnement qui a pris une note et l'a envoyé au maire et au préfet pour dire cette zone-là, vous ne pouvez pas faire ça là. Le CV n'y est pour rien. Il ne connaissait même pas les documents. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé pour dire qu'il n'a pas soutenu l'autorisation que le maire et le CA ont donnée. Alors que c'est le ministre qui a pris une note de service qu'il a envoyé au préfet. Et le préfet l'a envoyé au maire, qui l'a envoyé au CA. Mais le bonhomme n'y est strictement pour rien. Alors, est-ce que vous ne faites pas peur aux jeunes géographes? Moi? Avec tout ça. Non, moi je suis prêt à accueillir tous les jeunes géographes. Non, pour pour leur dire, si la vie d'un chercheur est telle, est-ce que vous ne faites pas peur aux jeunes géographes? Est-ce que vous ne leur dites pas, attention, vous avez des défis devant vous? Est-ce que vous... Les défis qu'ils ont, ce sont des défis moraux. C'est tout. C'est des défis moraux. Le géographe doit être intégré dans tout projet de développement. Ah oui. Parce que lui, il est contrairement formé... à ceux donc, qui disent que le géographe est fait pour enseigner dans le lycée collège. Non, dans tout projet de développement, il doit avoir un géographe parce que lui fait le lien entre les différents domaines scientifiques qui supportent ce projet. Lui, il est capable de faire le lien. Mais un physicien n'est pas capable de faire le lien avec la qualité du sol. Ce n'est pas son rôle. Mais le géographe, lui, peut faire. C'est dans sa formation. Il peut faire. Et donc, quel conseil avez-vous aujourd'hui pour un jeune bachelier qui s'inscrit en géographie et qui espère avoir une licence? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, tout de suite, au-delà de ce qu'on lui apprend au cours?
au-delà de ce qu'on lui apprend au cours, il faut qu'il ait un esprit ouvert vers toutes les sciences. Ah oui, quitter la géographie pour la physique. Il doit pouvoir avoir des compétences en physique, en mathématiques, en biologie, en chimie organique, en chimie minérale. Il doit avoir des compétences en sociologie et en histoire. Et en histoire, il ne faut pas oublier ça, y compris même en droit et en sciences On politiques. parle très peu du droit de l'environnement au Bénin. Oui, mais parce que notre droit de l'environnement, est peu connu. Mais où va-t-il trouver ces compétences-là? Est-ce qu'il faut aller à la bibliothèque? Est-ce qu'il faut aller de plus en plus se documenter en ligne? Qu'est-ce qu'il faut y faire? La façon la plus simple, c'est la documentation en ligne. Parce que nos bibliothèques ne sont pas vraiment fournies. Si il a la chance d'aller consulter quelque part ou d'avoir un portable, d'avoir une connexion, il faut qu'il ait la curiosité. Chaque fois qu'il a un doute sur un point du cours, il peut aller sur ChatGPT, il peut aller même pas sur contre Google. l'utilisation de ChatGPT? Ah non, je ne suis pas contre. Non. Quand j'ai une question qui me tulipine, je pose la question. Et 2 secondes après, j'ai la réponse. Je peux ne pas être d'accord avec cette réponse. Parce qu'un scientifique doit avoir toujours l'esprit critique. Ce n'est pas la machine qui a écrit. La machine est allée piocher dans les documents, dans la bibliothèque dont la machine dispose. Donc, je ne peux pas dire que c'est la Bible. Même la Bible, moi, je critique. Bon, je ne suis pas athée. Alors, une dernière question. Un jeune géographe, est-ce qu'il a besoin d'un mentor? Oui. Et où le trouver? Bon, dans son environnement, il doit en avoir. Dans son environnement. Même les enseignants, avant d'aller au commerce manger, il faut que quelqu'un d'autre leur signe des papiers. Ils ont besoin de mentor. Tout le monde dans la vie en a besoin. Mais moi, pour faire un dossier au commerce, chaque fois j'envoyais ça à feu Pierre Pagné, il a signé, mais en ce temps-là, c'était encore dans les trucs qui font copie, machin, là. Il n'y avait pas la facilité aujourd'hui de scanner, d'envoyer directement, non. Bon. Donc, récapitulatif, il faut être pluridisciplinaire. Il faut être pluridisciplinaire, sinon on ne peut pas faire la géographie. Il faut être ouvert. Ouvert, avoir l'esprit critique. Il faut être toute affirmation, même du professeur. Il faut être passionné du terrain. Il faut être passionné de la Chausser nature. ses bottes. Il faut être passionné de la nature. La nature. Aimer la nature. La nature, y compris les hommes sont de la nature. Oui. Et il faut aussi être ouvert dans les livres. Ah ben, s'il n'est pas ouvert dans les livres, tout ce qu'on connaît, c'est consigné dans les livres. Ça peut être livre physique, ça peut être numérique. Il faut qu'il soit ouvert. Et qu'il accepte de consacrer son temps à lire ça. Et pour finir, il faut avoir un mentor, peut-être un étudiant qui est en master, alors que je suis en première année, ou un doctorant, ou un jeune docteur. De préférence, un master, ou docteur, ou doctorant. Doctorant, c'est forcément master. Il a dit le master. S'il ne peut pas être doctorant. Tout à fait. Exactement. Bon, parce que les enseignants professionnels, ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Et il y a des tendances malheureuses aussi chez nous. Au Bénin, on ne connaît que les gens de son village, de sa région, qui parlent la même langue, qui ont les mêmes cicatrices, ou qui sont arrière-parents d'eux, etc., etc. Mais si c'était comme ça, nous en France, nous n'aurions jamais fait des études, parce que nous n'avons aucun lien de famille avec les gens. Je me souviens, le premier cours, mon professeur est venu, on avait 3 cours avec lui. Il m'a vu. On est en 3e année. Il a commencé à faire des... que lui, il ira contrôler au secrétariat. Est-ce que tous ceux qui sont au cours là, licence, est-ce que tous ceux-là peuvent être là ou doivent être là, etc. Mais j'étais le seul étranger africain dans la promotion là.
La promotion d'avant, il y avait une femme du Togo et un monsieur du Congo. C'est après moi qu'il y a eu 2 Centrafricains, après un Sénégalais, 2 Sénégalais. Mais moi, dans ma promotion, j'étais le seul Africain. Quand il a dit ça, je sais que c'est à moi qu'il s'adresse, parce qu'il a eu les autres en 2e année. Maintenant, il me voit en 3e année sans m'avoir vu là-bas. Oui. Je comprends. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Un plaisir de s'inspirer de votre parcours. Un plaisir de voir tout ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'académicien. Et aussi, surtout, une seule question pour finir, pour conclure. Dites votre fierté aux jeunes géographes. La fierté d'être aujourd'hui géographe, de devenir climatologue, d'être académicien, parce qu'un géographe, c'est un talent. Ouais, je ne regrette pas d'avoir fait un choix au hasard. Je ne suis pas sûr que si j'avais choisi allemand, ça m'aura amené là où je suis. C'est grâce à cette formation que j'ai pu appartenir au GIEC du 1er au 4e rapport. Ça fait quand même 18 ans à travailler au GIEC jusqu'à obtenir le prix Nobel de la paix. C'est pas, si j'avais fait allemand, j'aurais jamais eu le prix Nobel de la paix. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Il est vrai qu'il y avait des Allemands avec nous, mais c'est pas pour leur langue allemande qu'on leur a donné ça. C'est pour le travail que nous avons fait au sein du GIEC qui a permis au comité Nobel de nous attribuer le prix Nobel de la paix. Une fierté. Ce que au Bénin, beaucoup d'autres décident d'ignorer. On va revenir à ça aussi très prochainement. Merci, professeur Michel Bokor, ancien recteur de l'Université de Parakou, ancien président de la commission environnement et développement durable du Conseil économique et social, actuel secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Bénin. Merci une fois encore à vous et merci aux géographes qui inspirent les plus jeunes. À bientôt. À bientôt. Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.